Bonjour Edwina. Bonjour Joël. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va et toi? Ça va. Tranquillement. Ça fait super bizarre de se dire bonjour, comment ça va, sachant qu'on vit ensemble. Mais peut-être que les gens qui sont en face ne le savent pas. Ok. Donc on devrait même se dire bonjour. Non, plus sérieusement. Donc aujourd'hui, dans ce sujet de podcast, nous allons parler des recrutements. Des recrutements? Oui. Pourquoi on parle de recrutement? Alors, c'est intéressant que tu me poses la question, puisque dernièrement, nous avons été dans un restaurant. Nous avons vu une personne que nous avions vue une première fois, qui était son premier jour d'essai dans ce restaurant. Ah oui, ok. Voilà. Et en fait, dans ce restaurant, j'étais contente parce que la première fois que j'avais vu cette personne, je me suis dit tiens, elle a le savoir-être, elle a peut-être pas toutes les subtilités de la serveuse qui est déjà au top, qui sait déjà en fait faire différentes manipulations facilement, en clients et compagnie, mais pourtant en fait on voyait qu'elle avait déjà en fait le contact facile avec le client, le service, c'est-à-dire quand je dis le service, c'est-à-dire que en fait elle voulait faire plaisir au client, donc la façon dont elle s'exprimait, et qu'elle cherchait l'information de manière pertinente. Si elle ne savait pas certaines choses, elle allait demander en fait, aux bonnes personnes plutôt. Et je trouvais ça plutôt intéressant et surtout qu'elle était dynamique et elle voyait un client, elle prenait déjà le ice contact avec le client pour dire patientez, je suis à vous tout de suite. Elle continue avec le client avec lequel elle était et au fur et à mesure en fait elle essaye de faire une boucle plutôt intéressante de feedback et d'avoir de faire plaisir au client. Et ça je trouve que c'est quelque chose que je ne vois pas trop en réalité quand je me déplace lorsqu'on se déplace ici en tout cas. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et donc pour revenir en fait au recrutement, donc cette fameuse fois, donc c'est 3 semaines après qu'on la voit, après ce premier jour, on la voit 3 semaines après. Et je me dis, tiens, chouette, je te dis en fait, tiens, elle a été embauchée, donc je suis content et tout. Je me suis dit, tiens, une bonne recrue. Une fois que je vois quelqu'un qui est nouveau, qui se démène et qui envoie un peu du pâté, je me dis, tiens, c'est intéressant. Donc je vais la voir, on prend notre commande et je la félicite. Et elle me dit, vous me félicitez pourquoi, monsieur? Ça y est, vous avez votre contrat, vous avez été embauché et tout, donc je suis content pour vous. Elle m'a dit, mais non, en fait, je suis encore comme aide. Oui. Donc, pour revenir un peu au podcast de la dernière fois sur les outils, puisqu'on avait abordé légèrement cette histoire d'embauche, et sachant que dans ton passé, tu étais chercheuse de tête, donc tu faisais du recrutement. Donc au final, un profil comme ça te serait dit quoi, je la laisse encore en stand-by, elle est pas en stand-by, elle est en poste. Elle est en aide, oui. C'est peut-être pas un contrat indéterminé comme potentiellement elle aurait voulu avoir. Si elle est encore en aide, c'est potentiellement parce que il y a des éléments encore à valider avant de lui proposer un contrat. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est ce contrat aide? Alors, pour le coup, je ne sais pas ce qu'elle appelle contrat aide. D'accord. Parce que du coup, en fonction de la personne que tu as en face de toi, elle peut te dire elle est en aide et c'est de l'intérim. Elle est peut-être en aide et c'est potentiellement contrat aidé, c'est un contrat aidé. Ça peut être un contrat aidé. Elle est en aide. Peut-être que pour elle, en aide, c'est être en CDD. J'en ai aucune idée. Donc, je ne peux pas te dire. Je ne sais pas.
il aurait fallu lui poser la question. Non, mais c'est quand même un peu particulier puisque j'ai dit est-ce que vous êtes en contrat, vous avez signé un contrat. J'ai pas parlé de CDD, j'ai pas parlé de CDI. Et pour moi, en fait, ça fait dans les deux cas, ça faisait pas partie de ce qu'elle appelait aide. Donc c'est pour ça que je me pose un peu les questions. Donc du coup, si elle n'a pas de contrat, elle est au black? Non, ça, donc. Non. Donc, mais attends. Concrètement, là où soit tu as un contrat, soit tu es au black. Ok. Non, il y a quand même d'autres subtilités. Tu as l'élément de Pôle emploi qui te permet de toucher encore ton ARE et que l'employeur en fait te fasse en quelque sorte des journées d'immersion. Tu as une durée de cette journée Oui, mais elle t'aurait pas dit qu'elle est en aide, elle t'aurait dit qu'elle est en immersion. Peut-être qu'elle est en découverte. Tu sais pas en fait. Bah, découverte aussi. Peut-être, mais peut-être que l'employeur lui a dit carrément vous serez là en tant qu'aide. Parce qu'en fait, quand on a regardé, il n'y avait que 2 employés dans la structure, alors que d'habitude ils sont 3-4. Ils sont à peu près 2 en cuisine et des fois 2 en salle. Et là, ils étaient que 2 au total pour pouvoir gérer. Oui, mais sauf que si l'employeur lui a dit qu'elle serait là en tant qu'aide, il n'a même pas utilisé le bon terme parce que ce type de dispositif que tu utilises pour Pôle emploi, c'est pas pour mettre les gens en aide, c'est pour que les personnes soient en immersion ou en découverte, enfin en tout cas c'est le même terme, plus ou moins le même terme, d'un métier. Oui. Soit la personne elle a jamais fait ça et du coup tu veux quand même lui donner sa chance, tu veux savoir ce qu'elle va faire en étant en poste et c'est de la découverte, de l'immersion, mais ce n'est pas de l'aide. Ok. Donc, je ne peux pas te dire dans quel contrat la personne elle est, je ne lui ai pas posé la question, tu ne lui as pas posé la question. Donc, soit tu es en contrat, soit tu es au black. Ok. Les dispositifs de Pôle emploi, il y a une forme de contrat, une forme de lien entre l'organisme de Pôle emploi qui, entre guillemets, et l'organisme qui va te protéger s'il se passe quelque chose quand tu seras dans l'entreprise. Et c'est un papier qui signe avec l'entreprise. Donc, dans tous les cas, il y a un papier que quelqu'un signe. Il y a des accords qui sont mis en place pour dire que t'es pas dans le vide, un flou. Non, soit c'est légal, soit c'est pas légal. Ok. Mais pour moi, c'était légal. Ok. Toutefois, je pense pas que, comme je reprends, je pense pas qu'elle était dans l'un des 2 cas, c'est-à-dire CDD ou CDI. Elle était peut-être en intérim. Peut-être, oui, voilà. Ça aussi, c'est une possibilité. Ou un CDD d'usage, on n'en sait rien. Ça, je connais pas, vas-y. Est-ce que tu peux nous expliquer? Les CDD d'usage, c'est parfois tu prends une personne pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois. C'est surtout utilisé notamment dans le secteur de la restauration, boulangerie-pâtisserie, et où du coup c'est comme une sorte d'intérim où tu contactes la personne, tu fais un contrat et c'est pour une durée déterminée. C'est un CDD d'usage. Ok, CDD d'usage. Est-ce que le CDD d'usage peut remplacer une personne, par exemple, qui est en congé maternité ou qui est en congé pendant... Par exemple, il y a ton boulanger qui s'est cassé le bras, il y a un arrêt pendant 2 mois. Si ton boulanger est en arrêt pendant 2 mois, ça reste un CDD pour de remplacement. Voilà, très bien. De remplacement de telle date à telle date. Ok, très bien. C'est pour ça qu'il faut notamment faire attention aux motifs que l'on met dans les CDD pour ne pas avoir de requalification en CDI. Okay. C'est intéressant que tu nous parles de requalification en CDI. La dernière fois, on a eu le cas d'une personne qui nous racontait qu'elle avait eu en fait la venue de l'URSSAF dans sa société.
Et je mets le flou volontairement dans ce que je vais raconter. La personne avait déjà 3 employés. Ok. Et elle voulait mettre une 4e personne en CDD. Ok. Sur une durée pour voir exactement. Et en fait, l'URSSAF lui a dit non, attention, faut que vous passiez en fait cette personne en CDI parce que vous avez atteint. C'est pas une structure. Je sais pas s'il y a un nombre. En fait, je sais pas comment bien m'exprimer, mais en fait, elle avait déjà normalement atteint finalement son non, quota. Il n'y a pas de quota. Il n'y a pas de quota. Non. Il n'y a pas de quota d'avoir des CDD, par exemple. Non. Il n'y a pas de quota. À quel moment, en fait, tu peux avoir une requalification en CDI, au final? Il n'y a pas de quota de CDD. Il y a un quota pour ton nombre d'alternance ou de stagiaires. Et en fait, au niveau du CDD, c'est si... Enfin bon, je ne comprends même pas comment l'URSSAF a fait pour arriver jusque-là. Il doit y avoir des anguilles sous roche pour que... Pour que l'URSSAF puisse arriver à ce moment-là. Mais si c'est qu'il y a eu des points d'alerte qui ont été levés ou potentiellement de la délation. Et du coup, peut-être que la personne était là sur une très longue durée, sachant qu'un CDD, c'est pour soit remplacer quelqu'un, soit un accroissement temporaire d'activité. Et donc, la période, elle est définie. Si ce n'est pas un accroissement temporaire d'activité, si ce n'est pas un remplacement, en soi, c'est un CDI ou de l'intérim. Et si je remets un peu plus de contexte sur une autre entreprise, par exemple, tu as déjà 2 employés qui sont là. Alors, du coup, tu mets plus de contexte sur un autre cas. Sur un autre cas, J'essaie de brouiller les pistes, excuse-moi. Ok, bon. Alors, moi, déjà, je ne sais pas de quelle entreprise tu parles, mais ok. D'accord. Pas de souci. On va couper. Je parle de l'entreprise où, en fait, avait eu en fait la venue de contrôleur. Et donc qui a déjà eu des antécédents. Les contrôleurs ne viennent pas comme ça. Et au final, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il mettait à l'épreuve en fait 3 nouvelles personnes. Et le contrôleur est venu en disant non, en fait, c'est une requalification en CDI. Parce qu'au final. En fait, il met en concurrence des gens sur des CDD alors qu'on ne fait pas. Enfin, le CDD n'est pas fait pour ça. D'accord, Est-ce qu'il y a un moyen de mettre en concurrence des personnes ou pas? Des différents profils sur cette longue période? Tu es censé faire. Faire des entretiens collectifs. Faire des mises en situation. Et donc là, potentiellement, tu mets en concurrence les gens, mais enfin, on n'est pas aux États-Unis, on ne prend pas des gens au contrat. Allez, vous êtes en période d'essai et vous êtes également en concurrence et le meilleur sera gardé. Non, en fait. Au final, comment tu peux finalement, sur une plus longue période que faire en fait, tester une personne sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois. Allez, sur 1 mois, il y a le dispositif de renvoi. Si la personne est... Vas-y. Bon, c'est 1 mois. Sachant que notamment en Guadeloupe, on a eu plusieurs échos de plusieurs agences Pôle emploi qui nous disent que même si c'est 1 mois, ils réduisent quelques jours à maximum 15 jours. Sachant que le dispositif, c'est 1 mois de base. Le dispositif peut aller jusqu'à 1 mois. Mais eux, ils considèrent que c'est de l'abus, qu'on ne peut pas laisser quelqu'un pendant 1 mois en essai, en étant toujours rémunéré par Pôle emploi. Du coup, ils te disent 15 jours. Voilà. Mais voilà, c'est un dispositif qui normalement peut être utilisé jusqu'à 1 mois, mais c'est de l'immersion, c'est de la découverte. Une personne qui connaît déjà le poste
n'a pas vocation à utiliser ce dispositif, hormis pour te dire est-ce qu'elle va correspondre à la culture de l'entreprise, est-ce qu'elle va... est-ce qu'elle va... Enfin, entre l'équipe, ils vont construire... est-ce qu'ils vont réussir à l'intégrer dans l'équipe ou pas? S'il y a une équipe, bien sûr. Mais c'est plus... Ça va pas tant être au niveau des compétences de la personne, mais plus au niveau de son intégration et de son savoir-être. Donc ça, c'est possible de le ficeler avec Pôle emploi, mais tu peux pas utiliser ce type de... Enfin, tu peux pas ouvertement utiliser ce dispositif en prenant 3 personnes et en te disant on va vous tester. Non, c'est pas fait pour ça. De un, potentiellement les 3 personnes, elles ont peut-être pas envie de le faire, mais elles veulent avoir un poste, donc elles vont se motiver pour pouvoir être dans cette situation. Mais du coup, tu peux augmenter le stress de certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'être mises en concurrence directe sur quelque chose qui potentiellement compte beaucoup pour elles. Ouais. Alors, ça fait partie. Tu es sur le marché du travail. De base, tu es en concurrence avec d'autres personnes. Oui. Tu es sur un marché du travail, de base, tu es en concurrence avec d'autres personnes. Ok. Mais là, en fait, sur toute la masse de la population... Attends, stop, laisse-moi terminer. Ouais. Sur toute la masse de la population, on te dit « Hey, tu es shortlisté, tu es parmi les 3, mais on va dire, tu es parmi les 3 meilleurs ou les 3 personnes qu'on a sélectionnées pour pouvoir tenir le poste. » Sauf que, pendant un mois, tu vas être en concurrence avec d'autres personnes qui potentiellement, au fil des journées, tu apprécies la personne parce que, mine de rien, tu travailles avec elle ou tu n'es pas dans une bonne énergie parce que tu te dis que si tu es dans l'intégration, tu es dans la communion, tu es jovial avec l'autre personne, potentiellement, elle va te prendre ta place, même si, c'est pas la place de la personne en tant que telle, mais c'est un poste qu'elle doit limite défendre face à d'autres personnes qu'elle ne connaît pas, que potentiellement elle l'apprécierait avec le temps si elle n'était pas en concurrence avec la personne. Et même, du coup, tu crées, mine de rien, enfin, moi je ne suis pas forcément partisane de ça sur du long terme, mais tu vois, sur un mois, tu mets des gens en concurrence. Alors tu fais, soit la personne, elle a son esprit de concurrence, de compétition et challenge. Elle y va à fond, mais après, comment elle agit face à l'autre pour ne pas écraser l'autre, pour ne pas nuire à l'autre. Et tu vas avoir d'autres personnes qui se disent, je viens là, j'ai été sélectionnée, mais je reste intègre, j'ai pas envie d'être en concurrence, je vais faire de mon mieux. Est-ce que ça va être valorisé par rapport à une personne qui va potentiellement surjouer, ou la personne qui veut être bien, qui veut faire tous les efforts possibles et imaginables, mais que ce n'est pas son état normal, son état naturel, donc aller puiser de l'énergie pendant un mois, et après les un mois, en fait, c'est pas la même personne que tu vas trouver, parce que sur de la durée, ne pas être naturel, c'est épuisant, et ça crée des tensions, en fait. Ça crée des tensions internes au sein de la personne, mais ça peut créer aussi des tensions dans l'entreprise. Et après, tu te dis, mais la personne n'était pas vraie, la personne était ci, la personne était ça. Mais est-ce qu'elle a eu le terrain fertile pour se dire, voilà, je suis au calme, je joue pas ma vie, limite, je joue rien du tout. Parce que mettre
de l'enjeu sur un enjeu qui est déjà l'emploi dans des populations, parce que mine de rien, on est en Guadeloupe, on va entendre souvent que c'est dur de trouver un travail. Les travails ne sont pas forcément bien payés par rapport à la France hexagonale, ce que vous voulez, continentale, bref, on s'en fout. Tu vas aller rajouter une pression à une personne qui, allez, on va dire, on va partir sur le poste de vendeur. Des vendeurs, allez, on va dire que c'est un marché pas trop en tension au niveau des candidats. Les candidats peuvent avoir le choix, mais ceux qui sont mis en concurrence, et notamment dans le cas de l'entreprise dont tu m'as donné le contexte, si, entre guillemets, lors de ces sélections, elle n'a pas eu les meilleurs qu'elle aurait souhaité avoir, mais qu'elle a des personnes convenables, qui, du coup, tu les mets en concurrence sur une activité où elles ne sont déjà pas les meilleures, si tant est qu'elles sachent qu'elles ne sont pas les meilleures, voilà, tout est une question de point de vue. Je trouve en tout cas que tu rajoutes de la tension sur quelque chose qui est déjà tendu. Et l'univers fait en sorte, mine de rien, que quand c'est trop tendu, que les choses lâchent ou qu'il y ait des situations qui fassent en sorte de libérer les énergies. Je ne sais pas si tu reprends le contexte et des éléments qui nous ont été donnés. Il y a des situations qui font que c'est tendu au boulot, c'est potentiellement tendu aussi à la maison. Ça pète. Il y a force. Si c'est pas fluide, si c'est pas harmonieux, si ça ne doit pas être comme ça, ce ne sera pas comme ça. Ouais, tout à fait. Oui, parce qu'au final, cette personne, elle se posait beaucoup de questions. Oui. Donc quand je parle de cette personne, c'est cet employé qui a été finalement requalifié en CDI, se posait finalement quelques mois plus tard beaucoup de questions. Et à l'époque où on avait échangé avec la personne... Il y a des recruteurs. Oui, un des recruteurs, c'est ça. Au final... L'une des personnes qui gère le recrutement, c'est pas un recruteur. Ouais. Une des personnes qui gère le recrutement et disait au final que la personne elle était sur le point de partir. Donc de rompre son CDI pour partir vers d'autres horizons parce qu'elle se posait beaucoup de personnes en elle-même. Voilà. Donc quand tu dis que il n'y a pas de dispositif. Enfin, est-ce qu'il y a un dispositif pour mettre les gens en concurrence? J'aurais tendance à te dire non. Sur de la durée, sur de la longue, plus ou moins longue durée, c'est ça, non. En tout cas, pas en France. Pas de façon ouverte. Okay. Après, sur de la courte durée, tu peux faire des recrutements, des entretiens de recrutement collectif où tu fais des mises en situation et où tu observes les personnes dans le groupe et tu peux aussi les observer de façon individuelle. Et ça, c'est des techniques d'observation, des exercices spécifiques à réaliser, soit des exercices métiers. Et tu peux le faire sur une journée, journée ou... Allez, 2-3 journées, tu fais... C'est légal après, de 2-3 journées, tu peux faire ça? Oui. Exercices, il n'y a pas de limite en fait lorsque tu fais passer un entretien à ce que ça dure. Alors déjà, sur une journée, en interrogation, et même plusieurs jours d'affilée. Alors ce sont des sessions de recrutement. Et sur tes sessions de recrutement, tu mets tes tests.
Et en soi, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais... aucune réglementation qui dit... J'ai pas vu de réglementation qui t'interdisait de faire venir des personnes sur des temps donnés pour pouvoir les tester. Ok. Mais on n'est pas sur une semaine, hein. Sur 1-2 jours, soit consécutifs ou il y a des périodes d'entretien, hein. Il y a des phases d'entretien individuelles avec la personne, des phases de test soit écrits, soit opérationnels. Et ça peut être aussi des tests où on est plus, entre guillemets, sur du théorique par rapport à la pratique de la personne. Comment des mises en situation, mais pas forcément en application physique, opérationnelle. Ok. Mais oui, ça se fait. Ok, d'accord. Oui, il y a des grands groupes qui le font. Et vraiment, pour moi, c'est même amusant, c'est ludique d'organiser ce type de session où tu fais des icebreakers, tu as différents exercices, tu as différents petits groupes de personnes, tu peux avoir des équipes de recruteurs, des binômes managers-recruteurs. C'est juste des journées monstres, quoi. Elles sont magnifiques, ces journées, parce que du coup, tu as aussi ces périodes d'entretien et tu as sur toute la journée la possibilité de voir la personne évoluer en individuel, mais aussi en collectif, en groupe, en équipe. Il y a différents niveaux et c'est top. J'ai jamais fait un recrutement collectif où les personnes m'ont pas dit que c'était top, quoi. D'accord, ok. Donc même les personnes qui viennent, au final, ils trouvent ça plaisant, la journée qui est passée et compagnie. Ben oui, parce que du coup, c'est des journées que tu organises, donc tu fais pas ça à la dernière minute, tu te lèves le matin et tu te dis « Ah tiens, on va faire un entretien collectif ». Non, il y a un programme que tu suis, plus ou moins, mais tu as ton programme de la journée, ton icebreaker, tes tests, tes entretiens collectifs ou individuels en fonction de la méthode que tu veux faire. Tu as ton débrief. En général, nous, en tout cas, dans les entreprises dans lesquelles j'étais, le but c'était de débriefer dans la foulée et limite, si possible, donner le résultat à la personne en fonction de l'heure à laquelle on terminait, soit le soir même, soit le lendemain ou en tout cas dans la semaine, le temps d'appeler tous les candidats. Mais et sur la journée, il y a des temps de restauration, donc les gens peuvent manger ensemble ou séparément en fonction de leurs contraintes. Mais c'est juste top en fait, ces journées. C'est éprouvant en termes d'énergie parce que mine de rien, tu dois être en mode show-on toute la journée, mais en même temps, à la fin de potentiellement cette journée, tu sais que tu recrutes telle ou telle personne. Et le but, c'est d'appeler les premières personnes qui sont sur ta liste, parce que on fait aussi des shortlists au cas où si la personne finalement n'est pas intéressée ou quoi qu'est-ce. Et en fait, tu appelles en fonction de ta shortlist pour le poste. Et en fonction du premier retour que tu as, si la personne finalement elle se désiste, qu'elle n'a pas apprécié ou que finalement elle ne se voit pas sur le poste, ou peut-être qu'elle a changé d'avis, qu'elle a eu une autre réponse ou quoi qu'est-ce, tu peux appeler ta shortlist, la personne qui est en position 2, pour lui dire vous avez le poste. Et en fonction, tu dégraisses. Le but, c'est de ne pas appeler toutes les personnes en même temps parce que tu te grilles toutes tes cartes. Tout à fait. Et c'est plus confortable. Mais ce sont de belles journées. Et c'est un test. C'est tester les personnes sur vraiment une courte durée. Mais après, tu es censé avoir ta période d'essai, quoi. C'est vrai. En plus de cette session, en tout cas, avoir la période d'essai pour
pouvoir en fait valider que la personne Oui, correspond bien en fait. Après, si tu es sur des premiers recrutements, en fonction du secteur dans lequel tu es, tu peux combiner ces sessions. Enfin bon, il faut voir avec ton pôle emploi, est-ce qu'ils sont OK ou est-ce que voilà, ils sont ouverts à avoir un peu plus de d'animation dans ce type de journée, mais ils le font, hein, ils ont l'habitude de le faire. Après, plus sur des métiers, on va dire, où il y a peu de qualifications, entre guillemets, où les cabinets enfin, il y a certains cabinets qui se positionnent, mais où les cabinets n'ont pas de valeur ajoutée. En gros, typiquement sur des secteurs de l'IT, de l'ingénierie, on va dire du luxe, on va pas faire appel à Pôle emploi. Ouais, tout à fait. Ouais. La finance. Oui, dans la finance, allez, hormis si c'est un hasard, mais tu fais appel plutôt à des cabinets spécialisés qui ont cette expertise dans le domaine. Tout à fait. Après, il y a. En fait, les cabinets et Pôle emploi peuvent travailler ensemble. C'est possible. Il y en a un qui est gratuit, un qui est payant. Comme dans tout, hein, mine de rien. C'est quoi le verdict? Si c'est gratuit, c'est toi le produit, non? Mais non. Peut-être que ça ne s'applique pas pour Pôle emploi, c'est ce que tu vas me dire, c'est ça? Non. Alors, je n'ai pas été aussi profond dans les coulisses de Pôle emploi, donc je ne peux pas savoir. Mais normalement, voilà, le but, c'est de pouvoir aider les entreprises et les services en fonction des produits, par rapport à, en tout cas, ce que j'ai pu tester. Il y en a qui sont bons, qui sont pertinents. Qui sont pertinents, oui, mais il faut savoir jouer des différents dispositifs. Faut avoir le bon interlocuteur entreprise dans l'agence de Pôle emploi. Et voilà, tout est une question, mine de rien, de relations humaines. Et c'est pas pour rien que le recrutement fait partie des ressources humaines et où voilà, le but c'est notamment d'être en interaction avec l'autre et de trouver entre guillemets les meilleurs arrangements pour les différentes parties prenantes. Ok. Tu penses qu'on peut citer l'entreprise pour laquelle tu as parlé par rapport au fait des entretiens en groupe ou ce type de choses ou pas? Orange. Ok. Ouais, il y avait. Moi, j'étais chez Orange et on travaillait autant pour les différentes entités d'Orange. Ouais, Orange, Orange Business Service, Orange cybersécurité. Ce sont des belles sociétés, quoi. Okay. Et vraiment, pour le coup, elles savent jouer, organiser des sessions de recrutement vraiment magnifiques. Ça a été mes plus belles sessions de recrutement en collectif. Okay. Et alors, je vais mettre un peu... te poser quand même une question qui pour moi me paraît pertinente. Pourquoi? Parce que en fait, on est dans un tissu économique, quand on parle des Outre-mer ou autres, on voit principalement que ce sont plutôt des petites PME ou des très petites PME qui sont en train de faire en fait, TPE le vivier, ou PME, TPE ou PME, qui font le vivier en fait finalement de l'ensemble en fait du tissu économique des Outre-mer. Ouais. Et derrière, est-ce que tu vois quelque chose qui peut se mettre en place comme ça en fait ou pas? C'est-à-dire un entretien collectif avec plusieurs personnes. Est-ce que tu penses que nos chefs d'entreprise sont matures pour faire ce type de choses et est-ce qu'ils doivent être accompagnés? J'ai la conviction qu'ils doivent être accompagnés. Ok, d'accord. S'ils n'ont pas fait d'études dans le domaine, s'ils ne se sont pas formés eux-mêmes
aux techniques de recrutement, aux techniques de recrutement collectif, parce que c'est mine de rien pas la même chose, même si on peut aller étendre l'individuel à du collectif, mais il y a une certaine harmonie à avoir, une organisation qui est tout autre différente qu'en individuel. Et oui, des TPE, des PME peuvent le faire. Enfin, alors, dans une petite PME dans laquelle j'étais, Orinox, donc là on est toujours sur des secteurs de l'ingénierie, mais pour le coup c'était une petite entreprise et mine de rien, les process qualité étaient cousus limite à la main, tellement que les sessions de recrutement, c'était ça coulait de source. Ouais, ça coulait de source. Okay. Mais dans cette entreprise, même en étant petite, elle avait son équipe de recrutement. C'était des binômes avec les managers, mais tu avais une personne spécialisée dans le recrutement et une personne opérationnelle, le manager de l'équipe, potentiellement le manager de l'équipe. Et en plus de cela, en général, il y avait des experts, on va dire métiers, qui venaient intervenir pour faire passer notamment certains tests. Donc tu avais autant le manager, un expert métier, l'expert recrutement, et après tu prends la décision en ayant les trois avis par rapport aux critères, parce qu'il faut on fait pas une tambouille interne, c'est pas une petite salade où tu mets tous les ingrédients que tu veux. Mine de rien, il faut se mettre d'accord sur les critères de sélection, même si ça vous semble pas pertinent ou ça n'a pas l'air fifou le fou pour vous. Il y a des critères sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir recruter telle ou telle personne. Et en fonction des postes, en fonction des entreprises, les critères ne vont pas être les mêmes. Enfin, ils peuvent être les mêmes, mais c'est parce que vous aurez vous-même validé, peaufiné que ces critères correspondent bien à ce que vous attendez sur cette tenue de poste. Okay. Voilà, c'est important parce que on peut trouver sur internet pas mal de critères en fonction des postes, mais voilà, si cette fiche de poste et ces critères qui vont en face ne te correspondent pas, tu auras beau aller chercher tous les critères, la personne elle coche tous les critères possibles et imaginables, mais ça n'a pas fait résonance potentiellement avec ta culture d'entreprise ou par rapport aux valeurs que tu veux faire véhiculer ou par rapport à l'état d'esprit même que le dirigeant ou l'équipe a au sein de l'entreprise. Tous tes critères-là qui ont l'air super magiques, super beaux, au final, ils ne te servent à rien parce que c'est pas aligné, c'est en incohérence. Ah ouais. Et si c'est pas aligné, dans tous les cas, à un moment ou à un autre, soit ça pète, soit c'est tendu sur la longue durée, et il va falloir faire en sorte de détendre tout cela, soit ça pète. Dans tous les cas, s'il n'y a pas d'alignement, ça pète. C'est inévitable. Les lois universelles font de telle sorte à ce que tout soit parfait. Si vous trouvez que ce n'est pas parfait, vous inquiétez pas, il y a bien un endroit où on sait que c'est parfait. Ok, très bien. Non, mais oui, pour le coup, oui, c'est important de se faire accompagner. Surtout, certains dirigeants peuvent penser que on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour pouvoir recruter une personne parce que c'est facile. Je dis pas que c'est difficile, c'est compliqué, sauf que ça demande du temps. Ça demande
ça demande beaucoup de temps et avoir une personne soit dans l'équipe en fonction du nombre de recrutements que vous faites, soit être accompagné par des experts, c'est important parce que ça vous dégage le temps de ces recrutements. Parce que un recrutement, c'est pas juste j'ai vu un CV où voilà un tel ou un tel m'a dit que un tel connaît un tel qui m'a dit qu'un tel recherche du travail. Ok, elle recherche du travail. Est-ce qu'elle a les compétences? Non. Ok. Est-ce qu'elle a le savoir-être? Peut-être. Peut-être, mais c'est pas grave. On va faire avec. Non, ça marche pas en fait. Il faut que qu'il y ait des critères. Il faut que vous puissiez savoir si ça va être sur du long terme ou pas. Si c'est pour 1-2 jours, allez, faites-vous plaisir, contactez la personne. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, bon voilà, vous vous direz ce que vous vous direz. Et voilà, ce serait une expérience oui, ça reste. Sachant que c'est très court. Oui, ça reste une expérience. Ouais. Mais sur du long terme, pour pouvoir voir la croissance de son entreprise, pour que l'entreprise se développe de façon exponentielle, le but c'est de pouvoir bien se faire entourer, bien être entouré, pardon, bien se faire accompagner, parce que ben, justement, un recrutement ça se prépare et même si voilà, vous êtes dans l'urgence de pouvoir recruter, posez-vous ne serait-ce que quelques minutes, histoire de savoir pourquoi vous recrutez sur quels critères et sur, enfin, c'est quoi l'impact. Est-ce que c'est du court terme, est-ce que c'est du moyen terme, est-ce que c'est du long terme? Parce qu'en fonction de la courbe, on va dire, du temps, vos critères, entre guillemets, ne vont pas être les mêmes. On ne pose pas les mêmes critères pour un stagiaire, pour un alternant que pour une personne en CDI ou ne serait-ce qu'en CDD. Parce que les exigences ne sont pas les mêmes en fonction du type de contrat, mais également en fonction du poste à tenir. Tu ne vas pas avoir les mêmes critères pour un employé que pour un cadre. Donc voilà, il faut se poser pour pouvoir se poser les bonnes questions. Les bonnes questions et du coup poser les bons critères. Et ça, je trouve que quand tu n'as pas été formé dans ce domaine, dans le domaine du recrutement, des ressources humaines, c'est beaucoup plus la petite cuisine que tu vas faire. Tu vas faire des essais-erreurs jusqu'à trouver ta bonne méthode. Mais si tu as trouvé le bon recruteur ou le bon cabinet ou la bonne agence Pôle emploi ou que sais-je, ce que vous voulez utiliser, l'agence intérim, vous allez gagner en temps parce que ça va vous demander du temps et de chercher la personne. Et si vous regardez les CV et d'examiner le CV et comment examiner le CV et contacter la personne pour faire des entretiens potentiellement de qualification et prendre du temps pour programmer les entretiens et faire les tests et faire ci et faire ça. Et en fait, c'est pas que c'est pas un temps dédié pour le chef d'entreprise, mais vous avez autre chose à faire que faire du recrutement. Hormis si c'est votre métier, hormis si ça vous passionne, mais si ça vous passionne, soyez formés, tout simplement. Bon, je prêche pour ma paroisse, mais c'est vrai en fait. C'est important pour un chef d'entreprise d'avoir les bonnes personnes dans son équipe. Ça va coûter peut-être, mais au final, c'est un gain. Mais tout a un coût en vrai. Ouais. Tout a un coût. Ouais. Au final, ouais, j'avoue que y a rien recruter la mauvaise personne, au final, tu peux avoir un coût non seulement de son salaire, oui, mais en plus de ton chiffre d'affaires qui peut être impacté fortement. Et derrière, au final, ta croissance ta croissance est diminuée, mais potentiellement. Non, imagine même ta croissance, c'est-à-dire que tu veux après recruter 2 ou 3 personnes parce que tu as une visibilité qui est censée faire de ton chiffre d'affaires qui est censé croître. Au final, il n'a pas croît, mais il est resté stable ou limite il est descendu parce qu'au final, tu n'avais pas la même personne, parce qu'au final, tu n'as pas la même. Et c'est non seulement du temps que tu as passé, de l'argent que tu as mis dans cette personne, et derrière, au final,
tu dois recommencer limite ton process. Oui. Donc, et potentiellement, en fonction de comment s'est passé le recrutement, tu as une baisse d'énergie, tu as un manque de confiance soit dans tes compétences ou dans les compétences des potentielles personnes que tu vas recruter, parce que tu te dis, bon, voilà, j'étais sûre de mon recrutement, ça a été lamentable, la personne était si, mais c'est plus facile de rejeter la faute sur l'autre, bien sûr. Je dis pas que les torts ne sont pas partagés, mais faut faire attention, tout simplement. Et effectivement, en n'ayant pas les bonnes personnes dans son équipe, la croissance peut soit stagner, soit chuter. Mais surtout, en fait, ça a des impacts sur du long terme parce que si la personne n'est pas efficace, si la personne n'est pas efficiente de façon générale, si du coup vous avez à consacrer plus de temps à soit, entre guillemets, recadrer la personne, soit reformer la personne si elle a été formée, si vous lui avez proposé un dispositif de formation, soit pour recruter, donc ça vous refait perdre du temps que vous auriez pu gagner. Et en fait, c'est un cercle assez vicieux parce que vous n'aurez pas assez le temps, ça vous fait perdre de l'argent. Donc, en fonction de la taille de votre entreprise, de l'argent de la trésorerie que l'entreprise a, potentiellement, vous pouvez ou pas vous permettre de rompre le contrat de la personne. Ça aussi, c'est une question. Ça, j'aimerais bien qu'on l'aborde aussi une autre fois, mais... Il y a le fait de pouvoir rompre le contrat de la personne et pouvoir faire les démarches de la bonne façon. Ça a un coût complémentaire parce que c'est une fin de contrat. Et en fait, il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Que de s'accompagner, que d'être accompagné pour pouvoir faire des bons recrutements et donc grandir en fait, faire grandir la société. Et comme je disais, l'entrepreneur, le chef d'entreprise, entre guillemets, il n'a pas que ça à faire, sauf si, comme je disais, c'est une passion et il est formé ou c'est son métier, mais le but c'est pas de rester tous les 4 matins à faire des entretiens. Hormis sur des profils, sur les top profils ou sur des fins, sur la fin de la session, vous savez potentiellement que ça va être la personne que vous allez recruter. Un entretien avec le chef de l'entreprise, c'est tout aussi, enfin en fonction de la personne, ça peut aussi être un plus, un privilège d'avoir cet entretien en one-to-one avec le chef de l'entreprise. Ça montre aussi que ça fait potentiellement une force dans la culture de l'entreprise de se dire voilà, je ne suis pas juste entre guillemets un numéro, il y a eu un soin qui a été porté à mon recrutement, à mon intégration également. Et justement, avoir ce one-to-one avec le chef d'entreprise, ça peut faire partie d'un élément de l'intégration de la personne. Et en fonction de comment vous vous sentez, soit cet entretien peut être aussi décisif à se dire, parce que c'est le chef d'entreprise, mine de rien, qui véhicule toute la colonne vertébrale de l'entreprise, se dire oui, tu as fait ces critères et tous ces critères, mais le critère principal qui est que cette personne match avec les valeurs de l'entreprise, potentiellement parce que ces critères n'ont pas été considérés comme importants dans le recrutement. Et soit ça va être des points d'alerte qui vont être portés à la personne qui va suivre la personne recrutée pendant sa période d'essai pour valider ou pas cette période d'essai. Et c'est important d'avoir des échanges avec la personne qui est recrutée pendant cette période d'essai et pas juste la laisser en mode on travaille jusqu'au bout
et que c'est à la fin que tu lui dis tu es recruté ou enfin on te garde ou non, pas, parce qu'en général période d'essai est validée quand ou ta pas. période d'essai est validée, t'as pas de message tu C'est continues vrai. de travailler en vrai. Et c'est à toi finalement 6 mois plus tard. Ouais. Ah, mais au final, Bon non, pas 6 mois plus tard. Enfin bon. quand même. Si attends, je suis désolé. Des si fois, si oui, ta voilà, période d'essai est exactement. renouvelée et que tu es cadre, parce que C'est vrai que c'est différent. c'est pas pareil quand tu es employé. En fait, on devrait, enfin, certaines entreprises le font, pas toutes, mais c'est pas que lorsque la période d'essai s'arrête que tu devrais limite avoir un échange avec la personne pour lui dire bon, on te retient pas, enfin même si t'as pas besoin de te justifier par rapport au fait que tu retiens pas ou pas une personne, mais avoir plutôt des échanges réguliers avec la personne s'il y a des choses à ajuster, réajuster ou que tout va bien. C'est aussi intéressant de dire aux gens voilà, ça se passe bien, on apprécie ton travail, l'équipe est satisfaite et au contraire quand ça va pas, bon, prendre un temps avec la personne, est-ce que tout va bien, je trouve que qu'à tel endroit ou pour telle chose tes actions sont pas pertinentes, est-ce que tu vois comment l'améliorer ou pas, enfin être dans une construction avec la personne de telle sorte à ce que on ne soit pas dans une forme de conflit employeur-employé. Voilà, il y a des méchants, il y a des gentils. Tout le monde est gentil, tout le monde est méchant. Donc... De toute façon, tout le monde a besoin finalement de vivre et de finalement d'avoir son... Si tu veux, c'est d'avoir son salaire ou d'avoir son chiffre d'affaires qui oui, est là. Tout le monde est dans une relation gagnant-gagnant. Ouais. Si la relation n'est pas gagnant-gagnant, on est dans une relation déséquilibrée, ça vaut pas le coup. Et toxique. Au final, toxique finalement pour le plus tard. Oui, c'est toxique. Donc, au final... Oui, c'est toxique, mais surtout, si tu n'es pas dans une dimension gagnant-gagnant, tu es dans une dimension dominant-dominé. Ouais. Tu es dans une relation dominant-dominé. Donc, est-ce qu'on veut, dans nos entreprises, être dans des relations dominant-dominé ou gagnant-gagnant? Ça, c'est mon mot de la fin. Ok, très bien. Donc, il y a un adage quand même qui dit recruter lentement, virer vite. Et ouais. Non, c'est pas. Non, c'est pas négligeable. Ouais, c'est vraiment pas négligeable. Plus vous prenez le temps de recruter les bonnes personnes, moins vous aurez vous n'aurez pas à les virer. Vous n'aurez pas à les virer au final. Vous n'aurez pas à les virer, Ouais. mais les personnes que vous recrutez et qui ne sont pas les bonnes personnes, virez-les le plus rapidement possible. Il faut couper la tête du serpent le plus tôt possible. Tout à fait. Voilà. Surtout qu'il y a la période d'essai pour ça. Oui, la période d'essai, elle est là pour ça. Ça s'appelle période d'essai. On n'est pas sur de la découverte, on n'est pas sur de l'immersion. Non, c'est concret là. En fait, la personne, elle est en essai. Si c'est pas bon, ciao bello. Ciao bello les gars. Non, c'est vrai, c'est important. Et ça va dans les deux sens. C'est pas qu'à la main de... Oui, je termine vite fait. C'est pas qu'à la main de l'employeur, c'est aussi à la main de l'employé. Si ça ne convient pas, il faut arrêter en fait. De dire à l'employeur, donc finalement, non, c'est pas le poste que je m'imaginais. Donc au final, ça vaut pas le coup, vaut mieux que je cherche autre chose. Ouais, tu m'as dit d'arrêter. Hein. Ouais. Parce que oui, on peut continuer. Arranger, mais c'est vrai qu'en fait, en fonction surtout du tissu économique dans lequel on est, potentiellement on se dit oui, il faut quand même que je garde le poste, mais comme on disait, à un moment ça va péter. Ouais. Ça va péter. Peut-être que pour le coup ça vous convient, vous préférez que ça pète plus tard, mais ça demande beaucoup d'énergie et vaut mieux être dans un travail qu'on aime que dans un travail qu'on n'aime pas, où on a, entre guillemets, souffrir pour pouvoir aller travailler. C'est moins épanouissant et ça apporte de moins bonnes énergies que lorsque vous aimez le travail que vous faites. Sur ce,
À la prochaine. À la prochaine. Au prochain épisode. Au Salut. plaisir.